Bonjour, je m'appelle Louis-Henri Robert, je suis reporter étudiant dans le cadre du congrès 2025 de l'AAQ. Je suis avec Vicky Chang, qui est conservatrice au Musée d'histoire de Sherbrooke. Je vais lui poser 5 questions. Donc, on va commencer. En tant que conservatrice du Musée d'histoire de Sherbrooke, pourriez-vous nous expliquer, à l'aide d'exemples, quel est votre rôle au sein de cette institution? Bien, en fait, c'est un rôle qui est assez englobant, mais à la fois assez restreint. Je te dirais que je suis la responsable des collections, des fonds et collections, que ce soit dans les archives. On a une double vocation aussi muséale au Musée d'histoire. Donc, oui, on est un service d'archives, mais on a aussi une grande collection d'objets. Donc, je m'occupe également de ce volet-là. Ce que ça implique, en fait, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'acquisition. Donc, c'est moi qui accueille les donateurs, qui m'assure que les donations cadrent avec notre politique d'acquisition. Ensuite de ça, j'en fais l'évaluation, on fait le traitement, ensuite, on s'occupe de la conservation, donc la conservation à long terme suite au traitement. Qu'est-ce que je fais aussi? Bien, je travaille aussi étroitement avec le volet diffusion. Au musée, on a 3 grands volets. On a le volet conservation, diffusion et recherche. Donc, moi, je travaille aussi étroitement avec les 2 autres. J'aide à conseiller lors des expositions, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on peut mettre, c'est quoi les documents, les objets qui pourraient être mis en valeur à travers ces expositions-là. Aussi, que ce soit à travers les différentes activités de diffusion, je parle d'exposition, mais on est également présent dans divers événements, divers projets. On est en ligne, on est dans les journaux, on est dans les médias. Donc, j'assiste quand c'est possible à ce niveau-là. Même affaire, je te dirais, avec le volet recherche aussi. Les recherches se font principalement à partir des fonds et collections qu'on a. Donc, j'assiste quand c'est possible aussi à ce niveau-là. Puis finalement, je m'assure dans les expositions aussi que les documents, les artefacts qui sont présentés soient dans les bonnes conditions. De la même manière, je travaille aussi, là, parallèlement à ça aussi, à mettre en valeur à travers notre base de données en ligne nos fonds et collections. Donc, l'ajout de fiches, la modification, la correction, tout ça, je m'en occupe également. Parfait. J'ai une sous-question à la première question. En quoi votre rôle de conservatrice diffère-t-il d'un poste d'archiviste au sein du Musée d'histoire de Sherbrooke, par exemple? Bien, je te dirais que c'est la même chose. On est un service d'archives, donc évidemment, je suis l'archiviste des fonds et collections. Là où le titre de conservatrice ajoute un petit plus, c'est que typiquement, en principe, un service d'archives n'a pas d'objets. Donc moi, c'est un volet qui est ajouté à ma tâche, donc la collection d'objets. Et également, là, on a quelques œuvres d'art, là, et même si ce n'est pas notre credo premier, n'empêche qu'on en a quand même quelques-uns. Donc, je m'assure là, de la gestion de tout ça. Donc, le fait que ce soit un musée ajoute. Exact, le volet conservatrice. Exact. Parfait. Donc, ma deuxième question. Faut mentionner d'abord que j'ai pas encore vu votre conférence. Elle va avoir lieu demain. Donc, c'est préenregistré. Donc, dans votre résumé de conférence, vous mentionnez « La diffusion, souhaitons-le, suscite un sentiment d'appartenance chez les citoyens qui s'y retrouvent et s'y reconnaissent. Vous qui avez la chance d'avoir un service d'archives greffé à un musée, auriez-vous des conseils en matière de diffusion à partager avec d'autres membres de la profession qui ne travaillent pas nécessairement avec les mêmes ressources que votre organisation? » Est-ce qu'on parle de ressources relatives aux espaces de diffusion, ou on parle peut-être plus monétaire? Plus au niveau des espaces de diffusion. Des espaces de diffusion. Je pense que notre mandat en tant que service d'archives ou de musée, c'est de mettre en valeur nos collections. C'est de faire en sorte que les gens savent qui on est, ce qu'on fait, quelle est notre mission. Fait que la meilleure façon possible, c'est de se faire connaître. Est-ce qu'on peut le faire à travers la mise en valeur de nos documents, à travers les réseaux sociaux? Pourquoi pas? On peut faire des expositions virtuelles. On peut aller, les réseaux sociaux, là, c'est pas juste regarder le beau document que je possède, c'est également à regarder les bons coups qu'on a fait, regarder des projets dans lesquels on est impliqué, regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a mis sur pied.
les nouvelles acquisitions, ça peut être intéressant aussi. Les chercheurs, souvent, quand ils voient qu'il y a des nouvelles choses, bien, ça montre que le service est vivant. Ensuite de ça, bien, je pense que, est-ce qu'il y a des partenariats, des collaborations qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'on peut aller, mettons, juste dans notre localité, est-ce qu'on peut aller chercher des partenariats avec des organismes, des associations? On peut-tu aller vers des associations, des organismes municipaux? On peut-tu aller vers des établissements d'enseignement, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en partenariat qui va nous aider à remplir notre mission tout en se faisant connaître, puis en mettant en valeur ce qu'on fait, notre travail et les collections qu'on a? De la même manière, est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine présence dans les médias? Ça peut être super locaux, là, ça peut être dans le journal local, ça n'a pas besoin d'être sur la chaîne canadienne non plus. Mais l'important, je pense, c'est vraiment de se faire connaître, puis en se faisant connaître à travers justement ces différentes petites initiatives de diffusion-là, bien, ça fait en sorte que plus de gens possible nous connaissent, savent qui on est, ce qu'on fait, ça attire des clients, ça attire des donations, dépendamment de notre mission. Puis, au final, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, c'est diffuser l'histoire. C'est notre but ultime. Fait que je pense que de réussir à atteindre des publics différents à travers des médiums différents fait en sorte qu'on arrive à bien se faire connaître. Et ça aide au final à la diffusion. Qu'on ait des grands espaces, qu'on ait 3, 4 salles de diffusion, qu'on n'en ait pas, il y a moyen quand même de mettre en valeur ce qu'on a là, en salle. Je comprends, c'est des très bons conseils. Ben, merci. Donc, troisième question. Vous nous présentez le mandat des services d'archives comme étant celui d'acquérir, de diffuser et de conserver le patrimoine historique des communautés qu'ils desservent et de s'assurer de la représentativité de l'ensemble des populations qui les constituent. Je suis intrigué par l'aspect de la représentativité des populations. C'est quoi le portrait des donateurs d'archives du MIST? Au MIST, bien, tout d'abord, c'est bon de spécifier qu'on est un service d'archives privé agréé, donc par BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce qui fait en sorte que nous, notre mandat, c'est d'acquérir des documents qui sont de nature privée, des archives de nature privée. Donc, tout ce qui est public retourne à BANQ. Déjà, dans un premier temps, ça circonscrit un peu. Nous, on est un organisme qui va bientôt fêter nos 100 ans. On a été créé en 1927. Donc, c'est sûr qu'au fil des années, notre mandat, notre mission, notre territoire, si on peut dire, a changé. Donc, au début, on était la Société d'histoire des cantons de l'Est. Donc, on couvrait vraiment plus large. On allait vraiment dans l'ensemble de la région. Au fil des ans, bien, il y a un principe en archivistique qui est le principe de territorialité, de respect de territorialité. Donc, au fil des ans, quand les villes, villages ou avoisinants des environs se sont dotés de services d'archives, de centres d'interprétation, de sociétés d'histoire, bien, nous, on s'est retirés pour... Vous êtes rapproché du centre de Sherbrooke. On est revenu au centre. Donc, on dessert maintenant vraiment seulement Sherbrooke. Puis, évidemment, maintenant, on est un grand Sherbrooke, donc il y a les 4 arrondissements qui le composent. Là. Donc, ça, je te dirais que c'est vraiment notre territoire. Pour ce qui est des donateurs, bien, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des fonds privés d'individus, de familles. Ça peut être aussi des organismes, des associations, des clubs de sport, ça peut être des commerces, des industries, tout ce qui relève du privé. Nous, on acquiert tant et aussi longtemps que ça respecte notre politique d'acquisition et notre mission qui est de diffuser, d'acquérir, diffuser, étudier tout ce qui est l'histoire de Sherbrooke. Puis, j'ai cru voir qu'il y avait plusieurs centres d'archives à Sherbrooke. Comment est-ce que vous établissez votre spécialisation par rapport à celui des autres services d'archives? Bien, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Pour une ville de la grandeur de Sherbrooke, on a une grande ville, mais quand même, on n'est pas Montréal. On a quand même 4 services d'archives si on compte BANQ, peut-être même 5 si on ajoute l'université. Donc, c'est sûr qu'on essaie de respecter le credo de chacun. Nous, on s'occupe de tout ce qui est histoire de Sherbrooke, ethnologie de Sherbrooke, tout ce qui est, par exemple, archives des communautés religieuses, archives qui relèvent du domaine religieux, on laisse ça à nos collègues de Monseigneur Antoine Racine. Si on parle, par exemple, de la communauté anglophone, on laisse ça plutôt au Centre d'études des ressources et d'études des cantons de l'Est, les TRC.
Puis tout ce qui est public ou tout ce qui ne cadre pas nécessairement dans l'ensemble de ces choses-là, on les laisse à BANQ. Donc, nous, on essaie de respecter ça. Vous êtes en collaboration avec Exact, les autres. exact. Super. Parce qu'il faut que toujours... Où est-ce que les gens vont penser à aller chercher le fond? Est-ce qu'ils vont penser... Pensez à l'utilisateur. Ben, c'est ça aussi. Intéressant. Fait qu'il y a ça qui est important aussi, là. Parce qu'on est les porteurs principaux de cette histoire-là, où il y a quelqu'un de plus qualifié ou dont la mission se rapproche davantage de ça que nous. Donc, il y a ça aussi qu'on prend en considération. Intéressant. Je vais continuer avec la 4e question. En tant que stagiaire responsable de la documentation reliée aux archives numériques ou numérisées, leur conservation, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous approchez l'acquisition d'archives numériques au MIST? Je te dirais que c'est quelque chose qui est encore relativement peu fréquent. On le sait que ça s'en vient, par contre. On le sait que dans les prochaines années, ça va être quelque chose dont on ne pourra pas passer à côté. On le sait, tout ce qu'on fait maintenant est numérique. Donc, pour l'instant, l'approche qu'on a, souvent de toute façon, ce qu'on reçoit en numérique, souvent, est sur support physique. Donc, on conserve comme il faut, adéquatement, le support physique. Support physique. Exact, on s'en fait des copies, évidemment. Mais c'est sûr que ça va nous amener à beaucoup réfléchir sur comment on va aborder ces documents-là, parce que la description ne sera pas pareille. Le stockage de ces documents-là ne sera pas les mêmes non plus. Pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est évidemment des questions qu'on va devoir, là, dans un avenir très rapproché, là, aborder. Puis, est-ce que vous avez des numériseurs? Oui. Quel type? Combien? Au service, présentement, on en a 2 fonctionnels, potentiellement un 3e, mais pour l'instant, on en a 2 qui font extrêmement bien le travail pour nos besoins. De toute façon, à l'interne, on numérise toujours, lors des traitements, on numérise tout ce qui est photographie, tous les documents iconographiques, on les numérise d'emblée une fois que le traitement est terminé. Ça peut arriver qu'on numérise pour nos besoins internes, soit à la diffusion, soit à la recherche pour des clients, des fois des chercheurs qui ont besoin de certains documents, que ce soit de l'icono ou du textuel, ça arrive. Donc, on le fait à ce moment-là, dans ce cadre-là. Puis, ils font très bien le travail. Le seul enjeu qu'on a, c'est pour les documents qui sont de très grand format. Quand les besoins sont là, on est obligé d'aller à l'externe parce qu'on n'a pas, j'ai par exemple les cartes et plans, c'est généralement des très grands documents, on ne peut pas. Si c'est une photographie, une affiche qui est plus grande que ce que peut contenir notre numériseur, si on veut pouvoir l'utiliser, il va falloir aller à l'externe. Fait que c'est plutôt les limites de ce qu'on peut faire présentement. On parlait de collaboration avec les autres services d'archives à Sherbrooke tout à l'heure. Est-ce que c'est vers eux que vous allez ou encore plus loin? On va vraiment dans des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Spécialisés? Oui, c'est ça. Puis il y en a dans la région. Oui, absolument, oui. Donc vous n'êtes pas mal pris? Non. Donc ma 5e et dernière question. Par rapport à votre bâtiment, le musée d'histoire de Sherbrooke, situé sur la rue du Frein, un super beau monument qui date qui fête cette année ses 140 ans, c'est un bureau de poste. Oui, 185, effectivement. Puis j'ai vu ça dans mes cours, là, que des fois il y a beaucoup de défis qui sont liés à la conservation des fonds d'archives en format physique. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes à l'emploi du musée d'histoire de Sherbrooke, que vous avez eu à faire face à certains de ces défis? Oui. Oui, puis à certains niveaux, je dirais. C'est sûr que, tu le mentionnes, l'édifice est super beau. C'est un édifice patrimonial qui... C'est le fun pour un organisme comme le nôtre qui œuvre au sein d'une mission historique, d'évoluer dans un édifice comme ça. En plus, nous, aux archives, on a la chance, on est au sous-sol. Je te dirais que c'est l'endroit où est-ce qu'on ressent encore le plus le cachet patrimonial. Sauf qu'évidemment, ça vient avec son lot de défis, effectivement. Déjà, je viens de dire qu'on est dans un sous-sol. C'est le meilleur endroit pour des archives, déjà en partant. Meilleur. Donc, c'est sûr que c'est des édifices qui n'ont pas été pensés
pour accueillir des services Non, d'archives. c'est ça. C'est des édifices qui n'ont pas été construits pour ça. C'est des édifices qui, généralement, sont difficiles, dont la température est difficile à contrôler. L'humidité relative est difficile à contrôler. On se souvient que c'est des éléments hyper importants pour le maintien et la conservation à long terme de documents. On y arrive, là. On est capable. Là. Nos documents sont très, très bien conservés. Cependant, c'est plus difficile. Les enjeux qu'on a aussi avec cet immeuble-là particulier, on a des belles grandes fenêtres partout, ce qui est super le fun aux étages parce qu'il y a les bureaux administratifs, mais dans les magasins, par exemple, dans les salles d'expo, effectivement, donc il faut les placarder, il faut les condamner. C'est tous des petits enjeux comme ça qu'il faut penser. Puis, quant aux enjeux, ben, je dirais que présentement, c'est la désuétude de certaines unités qui sont des enjeux. Le bâtiment a subi plusieurs transformations au fil des ans. Là, il a accueilli plusieurs organismes. Mais au final, c'est encore une fois pas pensé pour un service d'archives. Les unités de climatisation, précisément, là, ce qui est notre enjeu actuel, sont désuètes et n'ont pas été pensées pour réfrigérer à tant de degrés constamment des salles précises. Ça fait que le système est souvent en trop grande demande au-dessus de ses capacités. Puis évidemment, ben, ce qu'il y a aussi avec un édifice patrimonial, c'est qu'on ne peut pas l'aménager comme on veut, on ne peut pas le transformer comme on veut. Il faut suivre des politiques, il faut suivre des règles, il faut respecter l'immeuble en soi. Puis autre chose, c'est qu'on n'est pas propriétaire de l'immeuble non plus. Donc même si on passait tous ces obstacles-là, que ce soit monétaire ou en tout cas, ben là, on a l'obstacle de plus qu'on n'est pas propriétaire des lieux. Donc tout doit passer par notre propriétaire qui est, dans ce cas-ci, la ville. On est quand même chanceux parce qu'ils sont quand même assez ouverts à nos demandes. Évidemment, ils ne sont pas capables de toujours tout répondre, puis dans les délais qu'on voudrait, parce que c'est ça la vie administrative d'une ville. On n'est pas les seuls organismes non plus à avoir des requêtes, mais en ce qui a trait, mettons, à la climatisation, on est chanceux parce qu'on a eu une belle écoute quand même, puis ils comprennent la mission qu'on a aussi, là, de la sauvegarde du patrimoine. Là, c'est quand même pas rien. Puis pour revenir à ta question, qui est-ce qu'on a déjà vécu des problèmes, mettons, des enjeux mineurs ou majeurs? Je te dirais que oui, j'en ai vécu depuis que je suis en poste quelques-uns, mais je te dirais que celui qui m'atteint encore jusqu'à aujourd'hui, mais qui date d'avant moi, c'est qu'à un moment donné, ils ont refait les fondations, en fait, retravailler autour des fondations. Je rappelle qu'on est dans le sous-sol. Exact. Pas mal dans le même coin. Exact. Donc, à un moment donné, l'hiver, l'isolation des tuyaux avait mal été faite, ou en tout cas, n'avait pas été fait adéquatement, et ce qui a causé un bris, qui a amené une fuite d'eau, qui a amené le tout à couler dans notre salle des journaux, dans laquelle on conserve des journaux qui datent jusqu'au milieu du 19e siècle, même avant. Donc, on a eu beaucoup de journaux qui ont été atteints, qui ont été endommagés, qu'il a fallu envoyer au Centre de conservation du Québec, au CCQ, pour restauration. Et là où c'est encore dans ma cour, c'est que ça s'est produit en 2019, mais tu vois, le travail n'est pas terminé. Donc, on est encore là-dedans à essayer de sauver des journaux pour la consultation, évidemment, puis en tant que document historique. Puis j'imagine qu'ils n'avaient pas tous été numérisés non plus. Ben nous, on ne fait pas la numérisation parce que déjà BANQ en l'a fait. Par contre, BANQ n'a pas nécessairement l'entièreté de ces journaux-là. Les journaux atteints, même le journal en soi ne les a pas, ne les possède pas. On est pas mal... Vous avez les derniers exemplaires. Pas mal dans les derniers établissements à les avoir. Puis c'est quand même des documents qui sont en demande, étonnamment, parce qu'ils sont disponibles pour la plupart, mais je te dirais que les clients viennent encore beaucoup consulter les journaux. Puis juste parce que le document en soi est une archive, juste le document, sans nécessairement penser à l'information qu'il contient, les perdre, ce serait vraiment... Ça serait tragique, je pense. J'irais même jusque-là pour l'histoire de la région, je pense. Ouais. Super.
Donc, je crois que c'est ça qui conclut notre entretien. Merci beaucoup, Vicky. Merci, ça m'a fait plaisir.